Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, si tu es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, tu as le sentiment que tu as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Vernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors, à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et ces hommes, ces femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être nuits noires de l'âme qu'ils ont vécues à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer puis transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre là, à jouer avec les licornes, à danser avec les filles, là, puis à jaser avec les anges, ben il y a un processus à faire. C'est celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bonjour Chantal! Bonjour Josée. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis contente de venir jaser de ma passion avec toi. Toujours des beaux moments qu'on passe ensemble à échanger. Fait qu'il y en a pas assez. Fait que là, on va vraiment se gâter encore une fois aujourd'hui. Yes! Ah oui, on a du temps, là, c'est cool. On a du temps, puis je veux vraiment que les gens apprennent aussi à connaître ta médecine à toi, ta façon d'accompagner les gens, mais aussi derrière l'entrepreneur. Moi, je veux que les gens apprennent à connaître l'histoire de la femme à travers ses aléas. Peut-être des fois où est-ce que tu t'es pris les pieds dans les fleurs du tapis, où ça a été plus rock'n'roll. Parce que je trouve que c'est la partie qui est un peu manquante. Souvent, on voit où les gens sont rendus dans leur parcours, mais c'est rare qu'on connaît un peu par où ils sont passés. Oui, ben, je te dirais, les fleurs du tapis, pour moi, j'ai eu un champ pendant 42 ans de ma vie. Fait que les fleurs du tapis m'énervent plus bien. Je comprends. Je sais que dans ton petit questionnaire que tu nous avais envoyé, tu disais, y a-tu un événement marquant? Puis quand j'ai lu ça, je me suis dit, lequel qui m'a vraiment impacté le plus? Puis j'étais bien embêtée parce qu'il y en avait eu plusieurs. Bien sûr, l'agression sexuelle a été impactante pour moi parce que cette histoire-là, cette expérience-là, qui en réalité a duré 15 minutes, pour moi, ça a été une aventure, puis elle n'est même pas encore finie, mais ça a été une aventure, je te dirais, avant que j'aille chercher le dessert de 28 ans. Fait que pour moi, c'est vraiment par cette expérience-là que c'est par là que j'ai fleuri le plus, je dirais, parce que ça s'est tellement développé de toutes sortes de façons que j'aurais pas pu imaginer au moment où je l'ai vécu, parce que il y a une branche d'autodestruction qui a poussé, il y a une branche de relations où est-ce que quand à 15 ans, la première fois que tu réussis à avoir un impact sur quelqu'un et d'entrer en relation avec quelqu'un, c'est par l'agression sexuelle, ben c'est sûr que tu es en quête. Tu sais, on est tous en quête d'entrer en relation, mais quand c'est la première fois que tu as une relation vraie, là, on peut pas dire que c'était pas vrai, ça te conduit à dire, ben, c'est-tu juste avec mon cul que je peux entrer en relation? Ouais. Et donc, il y a une branche qui a poussé, j'entre en relation par la sexualité. Donc ça a été vraiment une grosse branche d'autodestruction aussi. Mais ensuite, il y a eu comme ça a été aussi une avenue par laquelle j'ai été capable d'aller chercher des ressources, que j'ai soudé des amitiés, puis j'en ai perdu d'autres.
Parce que quand tu confies quelque chose comme ça, tu sais jamais comment les gens vont réagir. Mais étant donné que j'avais pas vraiment de personnes ressources dans mon entourage, dans ma famille, ben, je l'ai beaucoup vécu tout seul pendant un bon moment avant de me confier. Puis, ben, c'est ça, ça a eu de drôles de répercussions parce que oui, ça a créé des amitiés, parce que par la proximité, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'enseigne aujourd'hui, c'est par l'authenticité que la proximité se crée. Donc, j'ai des amitiés sincères qui se sont créées. Mais j'avais un ami sincère qui, tu sais, à 15 ans, dans une polyvalente, tout le monde sait que des langues sales, là, ça l'attend rien que d'avoir un os à gruger. Donc, tu sais, en dedans de quelques jours, quelques semaines, je suis devenue une pute dans la polyvalente. Donc, quand ton meilleur ami, tu lui demandes ben, pourquoi tu parles à ce gars-là, parce que dans le fond, l'agresseur était dans notre milieu scolaire. Puis je lui dis pourquoi tu parles à ce gars-là, sachant ce qu'il m'a fait, tu sais, parce que mon meilleur ami, il fait pas, j'ai dit. Ben, il dit ben moi, mes amis, c'est pas des putes. Donc, quand je dis quand je dis qu'il y a des amitiés qui sont créées et d'autres qui sont perdues, puis aujourd'hui, c'est vraiment drôle parce que je pense que c'était en 2020-2021, en tout cas pendant le confinement, j'avais appelé ce fameux ami-là pour sa fête. Puis, on s'était parlé comme pendant 6 heures parce qu'on rattrapait, on se racontait notre histoire, puis tout. Puis, tu sais, il disait, comment ça tu me parles encore? Ben, j'ai dit, t'es une des personnes que j'ai le plus aimées et qui m'a fait le plus mal dans ma vie. Fait que je t'oublierai jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu sais, quand même que je voudrais, là, c'est impossible. Puis, fait que, tu sais, c'est vraiment des choses comme ça que fait que oui, une autre branche s'est soudée. J'ai appris les turbulences liées à l'amitié. Une autre branche qui s'est formée, c'est bien sûr la découverte de tout ce que j'ignorais sur moi. Tu sais, dans mes services d'accompagnement, j'ai mon fameux cacao que je parle tout le temps, comme se connaître, s'aimer, communiquer, accepter d'apprendre et s'observer. Puis, en premier, c'est se connaître. Et j'ai tellement découvert de choses sur moi par le biais de ça, puis ça m'émeut encore aujourd'hui parce que j'ai découvert, euh, j'ai découvert à quel point on est capable d'exister et d'entrer en relation par n'importe quoi. Parce qu'on a besoin. Et j'étais une enfant très seule. Et bien sûr, j'ai fui cette proposition de solitude-là qui s'acharnait à moi, puis qui disait c'est pas, t'es seule là, t'es seule là, t'es seule là. Puis je fuyais tellement cette proposition-là que je me suis rendu compte avec la maturité aujourd'hui que on est prêt à entrer en relation par n'importe quoi. On est des vraies putes. Oui, j'ai été cette pute-là où est-ce que peu importe par quoi on entre en relation, autant que c'est quelque chose, que ce soit sain, que ce soit souffrant, que ce soit peu importe. Fait que, veux pas, ben, ça m'a enseigné énormément au niveau de mes relations, à quel point on était capable d'être n'importe quoi sauf soi-même aussi. Pour le besoin d'être aimé, finalement. Pour le besoin d'être aimé. Tu sais. Puis aujourd'hui, je suis devenue une enseignante d'authenticité, une ambassadrice d'authenticité, je devrais dire, parce que je ris, je sac, je pleure, que ce soit en conférence, en formation, en accompagnement, dans ma vie sociale, peu importe où est-ce que je suis moi à temps plein aujourd'hui et j'en jouis profondément de cette liberté-là parce que pendant 42 ans, je ne me suis pas donné le droit d'être moi. Ce 42 ans-là, où est-ce que l'arbre de l'agression sexuelle poussait, puis que je constatais à quel point j'étais capable de ne pas être moi, que j'étais capable de faire croire à tout le monde et à moi en premier que j'allais bien, que j'étais heureuse, puis que j'avais tout ce qu'il me fallait. Cette prodigieuse hypocrisie avec laquelle j'avançais, sans me rendre compte à quel point ça me vidait, ça m'épuisait, puis que ça me brisait de toutes les façons possibles et imaginables. On se doute pas qu'on peut aller chercher même ça
de découvrir une force intérieure, même si je sais qu'aujourd'hui, c'est un outil d'autodestruction, de faire pousser cette force-là parce qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'être aussi fort. C'est l'instinct de survie. On n'a tellement pas besoin d'être aussi fort. Puis, tu sais, c'est tellement. J'ai beaucoup de gens en consultation là, qui viennent me voir, puis que quand je leur propose de baisser les bras, là, ils s'effondrent. Ils s'effondrent. Tu sais, j'ai eu une activité de réseautage il n'y a pas tellement longtemps, puis, tu sais, je parlais à un garçon, puis, tu sais, je reçois beaucoup d'informations quand je parle avec les gens, puis, tu sais, je disais, ton corps, il hurle à la joie. Il a hâte que dans ton agenda, il y ait un espace joie, et tout de suite, la personne est en sanglots, puis c'est comme si on n'avait plus le droit, il n'y avait plus d'espace pour ça. Fait que, puis une autre branche qui a poussé dans l'arbre de l'agression sexuelle, c'est la découverte de mes dons. Ça a été une des dernières que j'ai découvert parce que c'est une branche qui a poussé à mon insu, mais qui se développait tellement fort. C'était vraiment drôle parce que quand j'étais barmaid, je n'avais jamais pensé ni voulu être barmaid. J'allais quelque part, le boss, il cherchait quelqu'un, il dit « Hey, t'étais là, tu l'as au bout, là, toi! » Il dit « Ah ouais, tu seras barmaid à mon bar. » Tu sais, c'est quand ça a donné comme ça. Puis comme de fait, je suis rentrée là, puis tu sais, j'avais pas envie de me faire chier avec n'importe, tu sais, ça y une taverne ou whatever. Et comme de fait, à la première fois, je jasais avec les go-bars, puis ils disent « Ah, moi, je suis capable de définir quelqu'un de même. » Fait que là, fait que là, tous les 10 gars qui étaient au bar, ben moi aussi. Et c'est devenu un jeu, finalement. C'est ça. Ils sont jamais revenus parce que j'avais été tellement toc. Okay. Et quand on se fait voir tout nu, on n'a pas. Ça devient gênant. Fait que. Ils sont jamais revenus. Fait que les clients, ils ne revenaient pas, toi, ça allait pas moi, bien. je faisais mon ménage. J'étais sélective, c'est ce que je disais. Je faisais mon ménage sur ma clientèle. Donc, tu sais, ça a été le premier constat à quel point j'étais capable de capter, cerner les gens. Et un autre choc qui m'a saisi, après 28 ans, j'ai réalisé que l'image que j'avais de l'agression ne fitait pas avec ma position. Ça, je l'explique souvent en conférence ou dans mes formations. Par rapport à la perception, dans le fond? Oui, ben, c'est parce que je suis sortie de mon corps. Dans une zone de stress, d'anxiété, de peur intense, de choc émotionnel, on sort. On a l'aptitude de sortir de notre corps. Ça s'appelle la dissociation, là, qui est connue comme terme psychologique. L'image que j'avais, alors que j'étais en dessous de lui, moi, l'image que j'avais, je nous voyais tous les deux. Donc, c'était pas les poils de nez ou le menton que je voyais, c'était vraiment l'image des deux corps couchés. Puis ça m'a pris comme entre 25 et 28 ans, là, je me souviens plus, là, mais ça m'a pris vraiment longtemps à corréler cette équation-là, où est-ce que l'image ne fitait pas en tout. Puis, quand j'ai goûté à la liberté de ça, parce que je ne veux pas, quand tu vis quelque chose comme ça, tu te sens tellement petite, minable, c'est vraiment le terme que j'utilisais pour me définir, minable et hautement vulnérable. Toujours, j'appréhendais tout le temps de le revoir à quelque part, parce qu'on avait nos retrouvailles de polyvalente, il y avait des, tu sais, je savais où il restait quand j'allais dans sa ville ou dans le secteur, ou tu sais, j'avais tout le temps, ou quand j'écoutais des films, quelqu'un y ressemble, tu sais, tu te dis, tu sais, t'as comme encore l'angoisse et tu te sens petite. Puis quand j'ai vraiment vécu l'extase de libération de cette expérience-là, parce que je croyais être guérie bien avant de me guérir vraiment. Mais j'avais appris à vivre avec, puis très différent. Lorsque j'ai vraiment vécu l'extase physique dans le corps de cette libération-là, j'ai envie de dire guérison, mais c'était vraiment, j'ai goûté à la liberté face à cette expérience-là. J'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Et j'étais tellement sceptique de me sentir guérie, si on peut dire, que il a fallu que j'aille le revoir, là, parce que j'y croyais pas. Tu sais, c'était comme, je pensais déjà, puis là, ça l'est encore. Fait que là, j'étais comme, regarde, on va aller voir si vraiment je suis guérie. Et lorsque j'ai repris contact avec lui, ça a pris comme 5 mois avant qu'on se voit. Et quand je l'ai revu, c'est là que, tu sais, pour moi,
de ne plus me sentir infiniment petite, j'ai touché à la liberté. Et là, j'ai fait comme, oh wow, je ne suis plus ce que je croyais être. Et c'est là que je me suis dit, waouh, il y a quelque chose derrière ça, puis que l'extase physique que j'avais vécue, qui m'avait conduit vraiment à goûter à cette liberté-là concrètement, là, je me suis mis à fouiller. Hey, j'en veux encore! J'avais d'autres traumatismes, j'avais d'autres blessures émotionnelles, d'autres croyances limitantes aussi à me libérer. Fait que c'est là que je me suis mis à fouiller un petit peu. Chercher des outils ou des formations? Je voulais reproduire. Je voulais comprendre, parce que c'est ce qui m'avait beaucoup aidé à cheminer à travers mes 4 dépressions. Je m'observais, puis j'essayais de comprendre tout le temps. Fait que comprendre, pour moi, je voulais comprendre ce que j'avais vécu. Puis 2, je voulais être capable de le reproduire et pour moi et pour ma clientèle. J'avais commencé à accompagner les gens dans ça. Fait que ça a été vraiment une quête de comprendre comment ça se pouvait d'être aussi handicapée pendant 28 ans, puis de vivre ça de même. Du jour au lendemain, je renais, je revis à une nouvelle réalité, je me redéfinis au sein de mon monde. Pour moi, ça a été wow! Fait que là, j'ai fouillé, j'étais allée prendre une formation d'initiation en hypnose, en PNL, en brain gym. Tu sais, je cherchais quand même à. Parce que, étant donné que mon parcours de vie, c'était comprendre, mais je cherchais des choses qui se passaient dans la tête. Sauf qu'en force de fouiller, je me suis dit, non, c'est pas dans la tête, ça s'est passé, c'est dans le corps. L'extase a été dans le corps. Et c'est là que je suis allée prendre ma formation en neurosensoriel. Donc, ça, c'était en décembre 2018. Je suis allée prendre ma formation en neurosensoriel avec Stéphane Drouet. Puis là, non seulement j'ai compris ce qui s'était passé, mais là, j'ai été capable de le reproduire. Et là, je me suis fait des soins comme ça à pocheter pour vraiment sortir de mon corps tout ce qui était pris là et me refondre enfin, renaître à une liberté relationnelle. Fait que, tu sais, et par le biais de ça, ben, je cheminais parallèlement avec toute ma culpabilité face à ma fille qui avait voulu en finir, face à ma mère qui avait voulu en finir plein de fois. Tu sais, je cheminais par rapport à toute ma culpabilité, mon impuissance, je cheminais dans la vulnérabilité, inévitablement. Fait que, tu sais, c'est toutes des propositions qui nous tentent de croire qu'on est limité d'une quelconque façon. Puis là, moi, quand j'ai goûté à la liberté, j'ai vu que hier, j'étais limitée et aujourd'hui, je ne le suis plus. Et ça, je te dirais, ça a été vraiment... j'ai planté plein d'arbres. Parce que quand tu découvres ça, que tu peux changer de rôle tout simplement dans l'histoire de ta vie par le biais d'une histoire, mais tu te dis, regarde, maintenant, je n'adhère plus aux propositions de réalité, je n'adhère plus aux histoires, je vis au présent. Fait que c'est là que j'ai comme plus peaufiné mon mode existentiel, ma façon d'entrer en relation. Tu sais, j'ai vraiment pimpé, si on peut dire, accentuer mon auto-observation constante pour voir où est-ce que je dis il faut. Je dis tout le temps aux gens en consultation, dans mes lives que je fais, si vous dites il faut, là, vous êtes dans ma les obligations. C'est ça. Quand on dit il faut, c'est qu'il y a une croyance qui est en action. Puis, c'est l'outil par excellence pour détecter ces croyances-là. Donc, quand je me suis mis à vraiment tout écouter, mais il faut, puis à comment ça, il faut? What the fuck? Qui a dit qu'il faut? Qui a dit qu'il faut? Qu'est-ce qui arrive si je ne le fais pas? Qu'est-ce qui arrive? Puis, en quoi c'est la vérité, tu sais? Fait que, tu sais, pour moi, je me suis mis à ne plus adhérer à rien. Pour me limiter le moins possible parce que tu sais, j'ai compris à ce moment-là que tout ce qu'on croit être, c'est ça des égos. Et on a le choix, c'est ça, on a le choix de croire ou pas à ces entités-là qu'on définit, nos égos. Et je l'explique d'ailleurs, je pense que dans mon premier ou deuxième livre, je l'explique, tu sais, il ne suffit que d'une croyance pour faire tomber toutes les autres. C'est « je ne suis pas ce que je crois être ». À partir de là,
t'as plus d'adhérence, t'as plus besoin d'une étiquette pour exister, t'as plus besoin d'une relation pour exister, tu peux exister par toi-même, tout simplement. Puis pour moi, ça a été comme magique, puis ça a été un choc en même temps parce que je vais exister par quoi? Voilà, mais c'est ça la question. Fait que... Là, tu viens comme de déconstruire toutes les fondations. Fait que j'imagine ceux qui nous écoutent qui se disent, ouais, ça a l'air beau, mais qu'est-ce qui fait que tu restes attaché à quoi? C'est ça. Donc, ça m'a confrontée rapidement à, ben oui, mais ça veut exister absolument. Et quand je dis ça, c'est notre âme, c'est notre conception physique, c'est ce qui est et c'est notre conscience. C'est intangible. Mais c'est ce qui est, c'est ce qui choisit d'être et c'est ce qui conçoit ce que nous sommes. Fait que là, je me suis dit, OK, par quoi je pourrais me concevoir, par quoi je pourrais exister le moins limitant possible. Et j'ai décidé de choisir l'eau. Parce qu'on est une constitution d'eau à la base, dans l'infiniment petit. Si on fait zoom, 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 là, à l'échelle infiniment petite, donc ce qu'on appelle le quantique, on est de l'eau. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de me souvenir que j'étais de l'eau et de penser, réagir et interagir comme de l'eau. Fait que, qu'est-ce que la rivière a fait quand on tire un caillou dedans? Elle capote-tu avec ça? Non. Elle essaie-tu de sortir le caillou? Non. Elle s'acharne-tu? Elle arrête-tu de couler pour faire du caillou un problème? Non. Fait que je me suis vraiment plongée et j'ai décidé de me concevoir comme de l'eau et j'ai trouvé que c'était le concept entitaire ou identitaire, appelez ça comme vous voulez, qui était le moins limitant. Fait que j'ai dit, OK, moi, je redeviens de l'eau, puis ça m'a vraiment facilité parce que, veut pas, ça veut exister, ça a besoin d'exister par quelque chose. Donc, par l'eau, j'avais une porte de sortie qui était pas limitante parce que de l'eau, c'est une goutte d'eau, mais c'est aussi l'océan. Et c'est un bon conducteur, c'est un bon transmetteur, c'est un bon canaliseur. Fait que finalement. C'est ça. Fait à partir de là, j'ai vraiment pris une tangente, je dirais pas aquatique, mais quantique. Parce que par là, lorsqu'on n'est plus défini par les limitations liées au corps, ben c'est là que on fait comme wow, OK, et par magie, juste parce qu'on oublie de se concevoir par je vois, je touche, je sens, j'entends, on a accès à nos capteurs émetteurs multidimensionnels. Et là, cette partie s'est ouverte à moi parce que c'est vraiment là ça qui s'est passé. Parce que lorsqu'on sort des concepts identitaires, toutes les blessures, les croyances, les peurs qui étaient avec se dissolvent par la même occasion. Par contre, pour les sublimer dans l'eau, pour pouvoir continuer à exister, parce que j'étais là! Ça veut exister à peu près. J'avais à faire quelque chose de tout ça. Fait que par le biais de la sublimation du potentiel, ben, j'ai gardé mes capacités. J'ai gardé mon pouvoir de création. Parce que quand on fait ce que j'ai fait, donc je suis passée de victime à héros par le biais de l'agression sexuelle, et là, je suis passée à être divin parce que, en plus, je suis sortie de mon corps. Donc, je suis devenue conscience. Donc, je suis devenue. Donc, lorsque tu touches à je peux être n'importe quoi, ben, tu te dis, ben, finalement, je crée n'importe quoi. Le fait de créateur de la vie. C'est ça. Ben, tu peux te taper sur la tête d'avoir créé n'importe quoi ou dire ah, ben là, à cette heure que je le sais, je vais arrêter de créer n'importe quoi, je vais créer quelque chose. Et c'est là que. Puis, conjointement, parallèlement à ça, j'avais toutes les blessures émotionnelles donc, que je voulais me libérer. Et lorsque tu atteins la paix, lorsque tu reprends, je te dirais, il y a l'étape de la blessure, après ça, la prise de conscience, et après, tu as la prise de responsabilité. Et par le biais de la prise de responsabilité, tu as le choix de te taper sur la tête ou reconnaître ton pouvoir de création. Et c'est là que, je te dirais, en accompagnement, c'est là que ça coince souvent. Parce que quand on voit l'ampleur du phénomène de notre œuvre, c'est là qu'on se dit, mon Dieu Seigneur, et que c'est plus juste une tape sur la tête qu'on se donne, là, c'est comme, mon Dieu, qu'ai-je fait? On se donne de la misère. Oui, c'est ça. On s'en veut, on rentre en culpabilité, puis tout ça. Sauf que
de prendre cette responsabilité, c'est vraiment ce qui nous connecte à notre pouvoir de création parce qu'il y a besoin de s'appuyer sur du tangible. On est dans la matière. Fait que, tu sais, si tu essaies d'accéder à de l'intangible puis que c'est pas sur rien, ta tête, ton corps ne le croiront pas. Ça a besoin de sens, ça a besoin de concret pour adhérer à la réalité. Donc, la seule point d'appui à une réalité, c'est ton passé. Sauf que tu n'es plus obligé d'être ce que tu étais au sein de ton passé. Si tu deviens responsable, tu deviens créateur, créatrice, et là, tu dois appuyer ton pouvoir de création. Fait que c'est là que la magie s'opère et c'est un peu ça que je fais maintenant. C'est de permettre aux créateurs que nous sommes tous de se découvrir. Tu as l'impression que la permission, il fallait qu'elle vienne de qui là, dans toute cette belle expérience-là que tu as vécue? Bien, je pense que étant donné qu'on est des guidounes puis qu'on est prêt à exister par n'importe quoi, et la seule chose pour bien des gens, là, pour une grosse majorité de la population, l'accès à exister passe par la victimisation. Parce que un créateur divin qui s'ignore va avoir l'impression de subir sa vie. Absolument. Donc, tant qu'il n'a pas pris possession de sa responsabilité ou de sa lucidité face à son pouvoir, il va avoir l'impression de subir sa vie. Fait que, du moment où est-ce que j'ai choisi de reconnaître tous mes besoins dans mon cacao, là, se connaître, c'est quoi se connaître? C'est se connaître dans ses besoins, dans ses limites, dans ses objectifs et dans sa capacité à accéder au plaisir. Et la légitimisation de ça et de permettre et reconnaître qu'un besoin éventuellement va devenir une limite et qu'une limite peut se transformer en objectif et qu'un objectif peut entrer en conflit avec nos besoins. Encore une fois, la complexité. C'est comme une synergie, tout ça. Fait que dans la connaissance de soi, ben, c'est de reconnaître qu'on ne savait pas. Puis ça, là, j'avais 42 ans quand j'ai appris à dire « je ne sais pas et je ne suis pas capable ». Et c'est une chose que je n'étais pas donné le droit et c'est une chose que le système scolaire ne donne pas comme droit, que bien la société, dans bien des aspects de notre vie, on n'a pas le droit de ne pas savoir l'erreur, la découverte, l'apprentissage est tellement dévalorisé alors que c'est une zone de plaisir. Fait que, tu sais, c'est... Du moins, c'est pas enseigné comme ça, c'est ce que j'allais dire. C'est souvent pas enseigné comme étant une zone de plaisir d'apprentissage. Non, c'est une zone de performance pour l'échec. L'obligation, oui, c'est ça. Il n'y a plus de plaisir dans l'apprentissage parce qu'il y a la comparaison à l'autre qui est totalement impertinente. La seule comparaison valable, c'est de soi à soi dans la mesure où on veut avancer ou progresser. Fait que puis ça, il n'y a pas de place pour ça. Là. Fait que c'est extrêmement limitant. Fait que tu me dis, qui m'a donné la permission de changer de rôle dans l'histoire de ma vie, tout ça, ben c'est moi. Puis je pense que ça ne peut pas venir de personne d'autre parce que ça passe par l'humilité d'entrer en responsabilisation. Puis je pense que l'incontournable dans ça, c'est le premier A de cacao, c'est aimer ce qu'on découvre. Parce que quand on apprend à découvrir ce qu'on est, de quoi on est fait, qu'on a des besoins méga enfantins, qu'on a des objectifs méga non respectueux de nos limites, qu'on exige tellement de nous, lorsqu'on se donne le droit de ne pas avoir su, de ne pas avoir été capable et qu'on reconnaît qu'on ne sera jamais tout le temps capable si on y croit, et de reconnaître, de cheminer vers l'amour de soi apporte une humilité au niveau de la fréquence sur laquelle on navigue notre flow qui permet beaucoup de découvertes, je te dirais, parce que conjointement à l'amour de soi, je te dirais, c'est comme des fuck friends. C'est comme des fuck friends. Par l'amour de soi, il y a la confiance, il y a le respect, il y a l'amour. Et ces fuck friends-là balayent la peur.
parce qu'on n'est plus à je vais me tromper, je vais me planter, on est je vais me découvrir, je vais apprendre. Donc, la peur se tasse du chemin. Et lorsque on tasse la peur et qu'on est en curiosité avide, surtout que moi, je suis une gourmande dans la vie pour la bouffe, ben, l'évolution, c'était la même chose, j'étais Ouais. tellement gourmande. Cette gourmandise-là, s'il n'y a pas de peur, regarde, quand j'ai C'est basculé fini. du côté quantique, puis que mes dons ont pris de l'ampleur, d'ampleur, qu'est-ce qui a permis ça? C'est que j'avais pas peur de rien. Donc, Ouais. quand j'arrivais, puis je découvrais des nouvelles zones ou des nouvelles situations, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se peut? Tu sais, ben, tu sais, j'étais pas dans la peur, j'étais comme, waouh, comment ça marche? À cette heure que je sais que ça se peut, Ouais. comment ça marche? Ouais. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses comme le fait que je suis sortie de mon corps à l'agression sexuelle, ben, maintenant, je l'utilise sur commande, mais à l'époque, je l'avais fait spontanément. Fait que c'est toutes des choses que je me suis mis à expérimenter parce que, par le biais de l'amour de moi, je n'avais plus peur d'être confrontée à la honte de moi. J'avais plus peur d'être confrontée à l'échec. Je me donnais le droit de me tromper. Puis ça, c'est beaucoup par le biais de ma fille que que j'ai cheminé vers cet Ouais. amour-là. Ça a été un cheminement extrêmement intense et violent. Je me suis fait violence envers moi-même dans ma capacité à être ce que je voulais être pour ma fille. Dans le rôle de mère ou bien Dans mon rôle de ton mère. rôle de mère? Ouais. Dans mon rôle de mère parce que j'avais pas eu de mère. J'avais été la mère de ma mère. Puis mon père, ben, mes parents s'étaient divorcés très jeunes. Puis ma mère, elle avait eu un chum qui était 9 ans plus jeune qu'elle. Fait que, tu sais, j'avais eu euh, tu sais, une enfant, un ado, puis un père absent. Fait que, tu sais, j'avais rien pour fonder mes connaissances, sauf l'aspect. Mon père était particulier, je ne le voyais pas souvent. Mais mon père était très particulier parce que ma mère était très couveuse. Les rares fois qu'elle faisait de quoi, c'était pour me couver, me surprotéger. Ouais. Alors que mon père était comme, ben voyons qu'il n'y a pas de quoi avec ça. Fait que, tu sais, puis pour moi, c'était comme, ben, plus on apprend à l'adulte, plus on se développe. C'est ça l'équation enfantine qui s'est faite. Ah ouais. Ben, si personne nous le montre, puis qu'on se fait de la gueule, ben, on apprend. Fait que ça a été mon équation d'enfant et j'ai marché dans ça. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que quand j'ai eu ma fille, je suis tombée enceinte à 19 ans, je l'ai eue à 20 ans. J'étais dans, je ne ferai pas une momoine de cet enfant-là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que de bêtises j'ai faites dans cette route-là. Parce que la société exige de nous qu'on soit des bons parents. Et on était à l'époque dans le conflit entre l'enfant roi et gâter un enfant et propulser, tu sais. Fait que moi, Développer le bébé, là. je ne ferais pas de moumoune de cet enfant-là, donc j'étais comme très pas affective avec elle. Je me gardais froide et distante. J'ai vraiment adopté le rôle de pourvoyeur. Donc, je l'emmenais pour qu'elle manque de rien, mais au niveau affectif, je n'étais pas là. Veux pas, pour moi, c'était l'équation que j'avais. C'était la seule chose que je connaissais et je l'ai forcée à développer sa confiance en elle alors que je n'ai pas donné l'outil pour de voir que quand on pleure, il y a un papa et une maman qui arrivent. Je n'y ai pas donné ça. Et de un jour me pardonner ça, parce que c'était pas que je voulais pas. Pour moi, c'était comme ça que ça s'élevait un enfant. Fait que de me pardonner d'avoir adhéré à cette croyance-là, pour moi, ça a été un gros pas. De me pardonner ça. Puis, ben, veux pas, ça l'a engendré beaucoup de cheminement en tant que mère, en tant que personne. Ça l'a aidé ma fille aussi que je sois transparente dans cette honte-là qui est devenue de l'amour avec le temps. Fait que, tu sais, ça a été un gros travail qu'on a fait ensemble, moi puis ma fille. Puis le jour où elle m'a dit, maman, elle dit, ça a été rock'n'roll, mais je suis tellement contente que mon petit frère, donc 12 ans plus tard, j'ai eu un enfant. Elle dit, je suis tellement contente que tu aies autant appris pour être une meilleure maman pour mon petit frère. Tu sais, c'est le genre de choses qu'on n'espère pas, mais qu'on récolte lorsque on s'accorde le droit de croire à une déclaration comme ça.
parce que j'insiste sur le droit de croire. Parce que je sais pas combien de fois ma fille m'a dit ben voyons, maman, t'étais une bonne mère, ben voyons, t'as fait tout ce que tu pouvais, ben voyons, blablabla. Puis, à toutes les fois, je me disais, regarde, elle dit ça pour être fine, ou tu sais, j'acceptais pas de recevoir ça. Et un jour, par le biais d'une situation, ben, j'ai accepté de croire que j'avais donné tout ce que j'avais et que ma fille avait reçu mon amour comme tel. Ouais. Et cette posture-là où on accepte de croire à cette réalité-là, il se passe beaucoup de magie. Ouais. Et c'est là que j'ai touché beaucoup à l'importance de tout le travail que je faisais sur moi parce que chaque fois que je faisais des transformations majeures, que je m'accordais des pardons majeurs, que je me faisais des témoignages d'amour profond, ma fille et ma mère, ça va dans les deux sens. Ah, Ma fille et transgénérationnel, ma hein? mère vivaient des choses dans leur vie de façon importante. Ouais. Fait que ça m'a fait toucher, ça l'a comme approfondi ma conscience de l'impact du quantique, qu'il n'y a qu'un humain. Et à force de vivre en tant qu'humain universel, si on peut appeler, je me suis mis à côtoyer les entités universelles comme la mère universelle. Donc, je me suis mis à travailler par le biais de la mère unique, par le biais de la sœur unique, par le biais de la... et c'est tellement trippant. Ouais, c'est fascinant, ce C'est monde-là. vraiment fascinant parce que j'ai en consultation des gens qui m'amènent des notions et avec mes facultés, vu que je me connecte à la connaissance unique, ben, j'ai accès à ça, ça n'a jamais été démystifié. Ça, on va aller juste renforcer ça. Tu sais, moi, je le vois, puis je ne l'explique pas nécessairement à la personne, elle n'a pas besoin, je m'occupe d'elle dédiée. Mais moi, quand je côtoie les informations, la connaissance et tout ça, je vois, puis je le sens, là, quand ça travaille au niveau, mettons, de la mère unique ou de la sœur unique ou de l'enfant unique, là, je le sens, là, de toute façon, les clients me voient, j'éclate en sanglots. Je pleure instantanément quand c'est tellement fort comme ça. Pour les gens là, qui puissent comprendre quand tu parles d'unique ou d'unicité, en fait, c'est un peu comme si tu parles du collectif. C'est un peu ça, juste pour que les gens comprennent là, où tu vas en venir avec ça. C'est ça. Parce que, dans le fond, on vit tous la même hostie d'affaires. Ça a l'air plate à dire. Avec des couleurs, des tonalités. Donc, on expérimente tous les illusions d'abandon, de rejet, de trahison. On expérimente tout ça, mais chacun à notre façon bien spécifique. Et ça, quand on parle de l'humain unique ou de la femme unique, c'est vraiment, c'est comme, il faut vraiment, tantôt, je vais revenir avec mon exemple de Louis, OK? Un nuage ou une vague, c'est un égrégore, un amalgame de gouttes. OK? Et nous sommes une goutte dans l'océan, nous sommes une goutte dans un nuage et nous sommes une goutte dans une vague. Donc, je te dirais, l'universalité, c'est l'océan, tu es une goutte. Et dans l'océan, il y a des vagues, il y a des variances thermiques, il y a des variances de courant et tout ça. Et ça crée des égrégores, d'où j'amène le nuage. L'égrégore qui va rassembler tous les besoins de toutes les femmes du monde, toutes les peurs, les croyances, les solutions trouvées, les manifestations d'amour, les manifestations de peur, les illusions de manque, tout ce qui traite de, admettons, la mère unique. Tout ça est regroupé dans un égrégore vibratoire qu'on peut côtoyer. C'est un genre de cloud ordinateur. C'est ça, c'est un cloud. C'est un cloud entitaire, si on veut, que par le quantique, on côtoie. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui viennent me voir en consultation et moi, je suis capable de voir est-ce qu'il y a encore besoin d'utiliser la goutte spécifique de mon client pour offrir à l'égrégore. Donc, moi, ça me passionne beaucoup. Mais si je vois, OK, ça me dit non, ça a déjà été traité à l'égrégore, perds pas de temps, puis va pas jouer dans la boîte du client, fais juste le sortir de son corps. Fait que moi, je permets le formatage de la goutte de mon client pour plus qu'il transporte la souillure, si on peut dire, qui rend son eau plus bouette que eau. Genre, mettons, si je prends ton exemple, juste pour voir si je comprends bien, dans, mettons, la situation de véhicule agression ou une situation d'abus, quelque part, la personne arriverait à reporter ça,
vu qu'elle a ça en elle, inconsciemment, directement dans l'énergie, elle se réattire des situations, mettons, d'abus. C'est ça. Donc, c'est ça que tu veux dire par nettoyer, dans le fond, la souilleuse. C'est ça. Dans le fond, c'est que il y a tous des concepts identitaires, des croyances et tout ça. Et étant donné que notre goutte est tellement spécifique, parce que tout ce qu'on vit, on peut en faire ce qu'on veut. Tout le monde vit plein d'expériences et ce qui fait la différence, c'est pas l'expérience, c'est ce qu'on en fait. Nous sommes des créateurs. Ouais. Donc, l'important, c'est ce qu'on en fait. Fait que c'est à partir de ça que le tout s'enrichit ou se souille. OK? Donc, à partir de toutes les façons, mettons, si je prends toutes les victimes d'agression sexuelle, il y en a qui ont appris à vivre avec, il y en a qui s'en sont guéris, si on peut dire, il y en a qui guériront jamais. Pourquoi? OK? Donc, parce que le libre arbitre, ce qui fait de nous ce que nous sommes. Si la personne, elle a juste ça pour exister, on n'y enlèvera pas. On va lui donner le droit d'exister. Fait que c'est pour ça que l'amour inconditionnel est si important. Parce qu'à l'époque où j'étais agressée sexuellement, j'avais besoin qu'on me voie. J'avais besoin d'exister. J'avais besoin d'exister pour un homme parce que je n'avais pas eu de père. J'avais besoin d'exister pour quelqu'un. Et j'étais extrêmement complexée par mes seins. Donc, j'avais la croyance limitante que je ne plairais jamais à un homme. Fait que, pensez-vous que ces croyances-là ne se sont pas effondrées? Pensez-vous qu'il ne m'a pas livré des beaux cadeaux que je n'ai pas su reconnaître au début parce que qu'est-ce que j'en ai fait? Je n'ai que focusé sur ma vulnérabilité. Et pour moi, c'était honteux d'être vulnérable. Et c'est par là que je me suis détruite. Pas parce qu'il m'a sauté dessus, parce que j'ai choisi de me réfugier dans une zone honteuse de vulnérabilité. C'est ça qui m'a détruit. C'est pas l'expérience. L'expérience m'a enrichi quelques années plus tard. Donc, c'est ce que j'ai fait de l'expérience. Et c'est ça qui, pour moi, fait de moi une passionnée de ce que je fais. L'amour de ce que je fais, c'est permettre à un héros de se découvrir. Parce que tant qu'on patauge dans la victimisation, soit on n'ouvre même pas l'hypothèse qu'on puisse être une personne extraordinaire. Mais par notre foi, par notre capacité à croire en ce qu'on est, même si ça nous fait du mal, ça fait de nous un Dieu créateur, une déesse créatrice de réalité, d'individualité extraordinairement spéciale et unique. Et dans mon métier, dans ce que je fais en consultation, ben, j'amène les créateurs, les créatrices à se découvrir. J'amène les gens qui croient que ce qu'ils sont est impertinent. Je leur dis, permets à ton unicité de la découvrir comme telle. Permets qu'on reconnaisse que tu es extraordinairement unique et spécial. Et c'est ce qui fait que j'adore ce que je fais. Parce que j'ai même pas besoin de preuves pour moi. C'est clair. C'est une évidence, il n'y a pas de doute dans cet espace. J'avais fait une petite présentation lors d'une activité de réseautage, puis j'avais fait une mini-initiation à mes enseignements, puis tout ça. Puis lorsque je dis aux gens qu'ils sont extraordinairement uniques et spéciales, je mets tellement de sincérité que c'est inévitable. Ceux qui acceptent d'y croire éclatent en sanglots. Parce que pour moi, c'est indéniable. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as dit, personne agit maladroitement par exprès. Par connaissance de cause. C'est ça. Tu sais, on ne fait jamais exprès d'être maladroit, sinon ce ne serait pas une maladresse. Une maladresse, c'est je ne savais pas, je ne connaissais pas, je ne me connaissais pas. Et c'est là que, c'est pour ça que je dis souvent, je suis une spécialiste de se donner le droit. Se donner le droit d'être ce qu'on est, premièrement par l'authenticité, mais aussi se donner le droit de ne pas avoir su, de ne pas avoir été capable pour cheminer vers l'amour de soi. C'est là où est-ce que la transformation
ils n'ont plus le droit, quand ils sortent de mon local, ils n'ont plus le droit de tenter de me faire croire qu'ils ne sont pas extraordinaires même. Fait que c'est là que j'ai tellement fait de choses monstrueuses par lesquelles je me suis détestée, je me suis méprisée, je me suis détruite physiquement, mentalement. Tout mon système digestif ne fonctionnait plus, je ne dormais plus couchée parce que je n'étais plus capable de respirer. Je me suis tellement détruite par le mépris de moi, par la conviction que je ne pouvais pas être ce que j'étais, que je ne tolère plus de gens qui ne se donnent pas le droit d'être ce qu'ils sont. Pour moi, dès que j'entre en contact avec ces gens-là, un émoi mes fleurs, parce que je me suis tellement fait la promesse de ne plus me mettre en prison que instantanément, mon âme qui côtoie l'âme de l'autre à côté de moi dit « Check, 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 sors-le! » C'est comme, je le sens instantanément. J'ai tellement une proximité à ce que je ne me mettrai plus jamais en prison que lorsqu'on côtoie un prisonnier, une prisonnière, c'est très fort ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça rentre tellement en résonance parce que pour moi, je ne... Contrairement à ceux qui veulent changer puis qui disent « je veux plus être ça, je veux plus être ça, je veux plus être ça », la prisonnière en moi est ma compagne de tous les jours. Parce que cette prisonnière-là, c'est ce qui a fait de moi une ambassadrice de liberté aujourd'hui. Fait que j'ai besoin d'elle pour me souvenir la prostitution, la souffrance rattachée à cette prison-là, puis qui va faire que j'arrêterai jamais malgré les difficultés. Le soloprenariat, c'est débile mental, mais en même temps, c'est tellement passionnant. Lorsqu'on devient ambassadeur de notre monde et que ce monde-là, c'est le monde de la liberté, on n'a plus le goût d'en sortir. Fait que malgré les défis, malgré les doutes. Malgré les défis, les turbulences, les hauts et les bas, que ce soit financier, que ce soit affluence, que ce soit les impondérables de la vie. Là, je viens d'hériter de mon père, là, pas de son héritage, mais de lui carrément. Là, du jour au lendemain, de venir avec une personne à charge, c'est pas rien. Là. Fait que, tu sais, il faut que ça fitte dans mon horaire, il faut que ça fitte dans mon quotidien, puis tout ça. Puis là, il y a du monde qui me dit ben, tu vis tout ça là. Je dis oui. Puis là, il dit mais comme ça, t'as pas l'air fatigué, t'as pas l'air brûlé, parce que je le vis au présent. Puis au présent, oui, mon père est ce qu'il est. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Et oui, c'est difficile, c'est exigeant ce que j'ai à faire au niveau du temps, l'argent et tout. Mais hostie, je n'ai jamais eu de père. J'ai 50 ans aujourd'hui et j'apprends à connaître mon père. Et non seulement j'apprends à le connaître, mais mon père a été séquestré mentalement, si on peut dire. Et je suis en train de redonner vie à mon père. Fait que je vais-tu bougonner de connaître enfin mon père et d'être la personne qui va lui redonner vie. Il y a des gens qui l'ont connu avant qu'il soit anéanti par bien des choses, qui disent « Wow! Il recommence à parler, il recommence à être en vie, il recommence à... » Puis, c'est grâce à moi, puis ça peut pas être personne d'autre. Je suis toute seule dans sa vie présentement, là. Fait que je peux pas me faire écrire que c'est quelqu'un d'autre, même si je veux m'enlever ce mérite-là. Je sais que je lui amène une vitalité. Puis, fait que, oui, je le vis au présent. Je vis pas dans comment je vais faire pour payer le mois prochain. Je le vis pas dans j'ai pas le temps, puis ma soeur, puis il y aura plein de monde qui pourrait s'en occuper. Non, je le vis dans je me fais livraison d'un cadeau auquel j'aspirais depuis longtemps et je l'ai. Fait que je bougonnerai pas. Je vais le vivre, puis je vais faire confiance à la vie. Fait que... Mais la foi, c'est la marche du soloprenariat. C'est la marche de bien plus que ça, on s'entend, mais si ça, c'est pas là, les tempêtes vont être plus rock'n'roll un peu. Non, oui, c'est ça. J'ai pas le choix de m'asseoir sur la foi, comme on s'assit dans une tripe, dans une rivière, et je m'assis sur la foi, puis, tu sais, je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça. Je sais pas pourquoi ça arrive maintenant, de cette façon-là qui est tellement particulière, mais
je décide de focusser, tout comme j'ai focusé sur l'autodestruction, mais aujourd'hui, je focus sur mes besoins. Puis il y avait une petite Chantal qui a fait son chiffre pendant pas mal trop longtemps pour aller se soulager de l'impuissance qu'elle a côtoyée. Parce que quand tu es tout petite, puis que tu regardes ton père se faire mettre à la porte, qui est alcoolique, qui se retrouve seul, puis que toi, tu repars avec ta soeur, ta mère et le nouveau chum à sa mère, on partait à 4, lui, il partait tout seul. La petite Chantal était extrêmement impuissante à l'époque. Fait que non seulement elle récupère un père, elle apprend à le connaître, mais en plus, elle dissout elle sublime son impuissance dans l'amour, là. Fait que c'est une surprise inattendue parce que ça s'est fait. On a su que sa femme était malade, puis un mois plus tard, elle est morte. Fait que ça a été rapide. ça a été très, très rapide. Fait que c'est arrivé comme un cheveu à ça. Puis, Alors, tu as choisi de vivre cette expérience-là aussi qui t'a été livrée finalement. yes. Dans ton petit questionnaire, il y avait qui t'a le plus aidé. Puis quand je suis arrivée sur cette question-là, j'ai réalisé à quel point j'ai pas demandé d'aide. Donc, je me suis fait un gros câlin, puis oui, on l'a fait tout ça. Oui. Mais si j'avais une personne à remercier, parce que c'est la personne qui a semé le doute dans une réalité. À l'époque où je l'ai connue, il y a 20 ans de cela, mon estime de moi était à zéro. J'étais encore dans la fuite, dans le blindage émotionnel profond. J'étais médicamentée parce que après mes 4 dépressions, j'avais eu mon diagnostic de bipolaire. Donc, j'étais médicamentée, mais ça ne m'empêchait pas de boire et de consommer de la drogue. C'était juste de la gratis, c'est là, on va juste la rajouter avec le reste. Fait que à cette époque-là, mon estime de moi était tellement basse que je vais toujours être reconnaissante à cet homme-là d'avoir semé le doute dans ma réalité et il m'a proposé que j'étais aimable. C'est mon conjoint. Ça a été rock'n'roll au début parce que du fait que ma santé mentale était défaillante, c'était très exigeant pour lui parce que je ne me laissais pas aider. La seule chose que j'y permettais de faire, c'est de m'aimer. Mais pas de m'aider. Parce que je ne voulais pas lui imposer la charge de m'aider. Fait que pour lui, qui avait juste décidé de m'aimer, puis c'est drôle, j'ai demandé récemment pourquoi tu as décidé de m'aimer ou comment tu as cru que je t'aimais? Il dit, je m'en calissais que tu m'aimes. Moi, j'avais envie de t'aimer. Et j'ai trouvé ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête, de fou? Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a eu envie d'aimer ce que j'étais. Et je dirais que c'est la personne, je dirais, qui m'a aidé à croire que je pouvais me pardonner tout ce que j'avais à me pardonner. Puis l'autre personne qui a marqué ma vie, c'est une cliente. Qui est devenue une amie, bien sûr. On ne marque pas une vie comme ça pour le fun. C'est une cliente que j'ai eue pendant 3 ans de ma vie. Et cette cliente-là, c'était drôle parce que je commençais à coacher des entrepreneurs quand on s'est connus. Et elle a dit, ben cool, tu vas m'aider. Et elle avait confiance en moi. Elle avait foi en moi. Et quand j'avais pas la réponse, elle disait, je suis sûre que tu vas la trouver de toute façon. Et comme de fait, je revenais à la rencontre suivante et j'avais toujours la réponse ou le soin ou la formation ou la notion ou le dessin ou peu importe. Des fois, c'était live, mais des fois, c'était comme une fois, je suis partie de chez eux, c'est pas vrai que... Puis là, je bouconnais. Et je suis revenue avec un soin conçu spécialement pour elle. Qui a fonctionné, qui a fait vraiment, qui a provoqué littéralement un saut quantique chez elle. Fait que, tu sais, fait que cette personne-là, j'en parle dans mon 2e livre, a été vraiment une personne qui s'est pas contentée de ce que j'étais, mais qui a choisi de voir que j'étais plus que ce que j'étais, plus que ce que je lui proposais. Elle voyait toujours plus. Donc, ça a été un peu la reproduction parce que quand j'ai été adjointe de direction générale pendant 10 ans,
en tant que j'étais salariée. Ouais. Puis, au départ, j'ai été engagée comme réceptionniste. Mais en 3 mois, j'étais rendue adjointe de direction générale. Tu sais, Ouais. fait que ça, Ouais. c'est une personne qui a posé un regard important sur moi. Ouais. Ben, de la même façon, dans le soloprenariat, cette cliente-là a posé un regard important sur moi Mm. parce qu'elle a cru. Moi, je savais que j'avais quelque chose à offrir, mais je savais pas quoi, je savais pas comment. Je savais juste, j'ai quelque chose à offrir, puis ça donnera ce que ça donnera. Wow. Donc, je m'abandonnais dans la foi, je m'abandonnais comme l'eau coule dans une rivière. Mm. Mais elle m'a challengée, t'es pas n'importe quelle goutte d'eau. Livre-moi de l'eau extraordinaire. Ouais. Et fait qu'elle par ses questions, par ses besoins, elle Ouais. m'a forcée à me Mm. dépasser. Et ça a été, c'est encore une amie précieuse à mon cœur. Puis je suis, c'est deux personnes qui ont été Mm. importantes dans ma transformation, dans mon cheminement, Mm. dans mon amour de moi et dans ma connaissance de moi. Vraiment. La foi, puis la confiance, puis l'amour. Finalement, c'est comme Yes! une bonne recette. Il doit y avoir de ça dans ton cacao, certain. C'est sûr! C'est sûr! Puis dis-nous, le Chantal, parce qu'on pourrait encore et encore parler, toi puis moi. C'est toujours fascinant d'apprendre à le découvrir. D'abord, on pourra dire aux gens, je mettrai les infos s'ils veulent tes livres, parce que là-dedans, vous allez avoir ce qu'il faut pour apprendre à connaître encore plus. La façon, j'ai envie de dire la façon d'être, qui est à la fois unique, ta saveur, ta couleur à toi. C'est quoi le message que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ce podcast-là, de ton parcours, de ton expérience? À travers toutes les clés, parce que tu nous as livré là, rempli de pépites. Vous le réécouterez, gang. Là, si vous n'avez pas tout saisi, réécoutez-le encore. C'est comme ça. Mais réécoutez-le avec les yeux du cœur. Puis... Oui, bien, dans le fond, à ce temps, j'accompagne les gens beaucoup dans la libération de toutes leurs mutations, leurs peurs, leurs traumatismes. J'ai développé des programmes sur 2 jours, lucidité relationnelle, et sur 3 week-ends, lucidité quantique. Qu'est-ce qu'il se vit, qu'est-ce qui s'expérimente par ça? C'est putain, t'étais déjà parfait, t'étais déjà parfaite. Quand est-ce que tu vas y croire? Tu sais, c'est vraiment permets-toi d'être ce que t'es et permets qu'on s'en régale. Parce que c'est 2 choses très différentes. Parce que y en a qui vont afficher ce qu'ils sont, mais dans la conviction que personne ne va aimer ça. Et c'est ce qu'ils récoltent. OK? Donc, c'est sois toi-même et permets que les gens reconnaissent ça comme extraordinaire. Parce que c'est 2 choses différentes et ça fait toute la différence. Fait que c'est là que j'accompagne beaucoup les gens à la compréhension de ça. Tu sais, j'ai une cliente là, en consultation, là, elle avait des pensées en tant que mère qu'elle estimait monstrueuses, qui n'avaient pas de bon sens. Mais ce que la société a véhiculé au niveau des mères, c'est oubliez-vous donc, là. Oubliez-vous donc, arrêtez d'exister. Vous avez des enfants, là, vous n'avez plus de droits, vous n'avez plus de besoins, vous n'avez plus de limites, vous n'avez plus d'objectifs. Votre plaisir, si ça donne. Donc, tu sais, je l'appelle la mère sacrificielle, moi. Le travail nous a imposé ça, mais la paternité, la maternité nous a flagellés de ça. Donc, c'est pas parce qu'on devient parent qu'il n'y a plus de place pour nous-mêmes dans notre vie. Donc, c'est une des choses que j'ai beaucoup à voir. Quand des mères viennent me voir en consultation, j'ai pas le choix de faire poser le regard à quel point ils sont mortes par la maternité. Absolument. Fait que donnez-vous le droit de légitimiser tous vos besoins, limites, objectifs et votre plaisir. Je trouve ça dommage d'avoir à nommer plaisir à part de besoin. Avant, je disais juste besoin, mais je me suis rendu compte que le plaisir, les gens ne mettaient pas plaisir dans les besoins. Fait que, à ce temps, je l'inclus à part parce que ça devrait être la pierre angulaire de notre existence. Chaque petit maître créateur oui. est arrivé quelque part dans la joie. Yes! Et tu l'amènes vraiment bien, cet esprit-là de joie, dans toutes tes couleurs et ton unicité. Merci encore d'être là aujourd'hui, de te livrer en toute transparence, en toute humilité. C'est beau, c'est l'objectif de ce podcast-là. Les guerrières authentiques, c'est celles qui ont su se relever, qui ont su demander de l'aide même si c'était tough, puis qui sont capables maintenant de transmettre. C'est ça, la sagesse pour moi. Yes. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. J'adore enseigner, j'adore accompagner, mais je
sais à quel point d'avoir transcendé ce que j'ai vécu peut inspirer les gens. Absolument. Donc, je te remercie beaucoup de m'avoir donné cette occasion-là de me faire l'amour une fois de plus et de partager ça pour inspirer les gens à en faire autant, là, pour rester dans ces prisons-là. Absolument. Qu'on devienne tous maintenant des êtres libres, Yes. divins, connectés. Hein? J'aime ça, moi, la foi, la joie, le plaisir. C'est des affaires qui goûtent bon. Oui, en effet. C'est des affaires qui goûtent bon. Fait que moi, je remercie tout le monde qui nous a écoutés. Évidemment, je vais mettre toutes les informations pour rejoindre Chantal directement dans les commentaires. Puis, bien évidemment, partager, hein, parce qu'à travers son histoire, je suis convaincue que ça va rejoindre énormément de personnes qui peut-être se sentent obligées de rester coincées dans leur prison illusoire. En effet. En effet. On sort de là! On sort de là! C'est fini! C'est fini, ça! Bye, Chantal! Bye, Bonne journée à merci. toi! Salut tout le monde! Bye. Encore merci d'être là puis continuer à nous suivre. J'espère que ce podcast va t'avoir inspiré, va t'avoir apporté aussi de l'espoir puis du réconfort parce qu'on va arrêter de se mentir. Un parcours puis le chemin d'évolution, c'est pas toujours simple. Donc, si toi-même tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement et que tu aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ces différentes approches de soins, sur ces services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne. Tu aimerais peut-être aborder un thème, il y a un sujet qui te passionne, il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel. Alors, je t'invite à m'écrire info@harmoniesoi.ca, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors, j'ai hâte de lire tes commentaires et continue de partager ce podcast. Je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes, tout comme toi, à prendre soin de sa santé.